Pour la première fois, en 2020, les investissements médias des marques sur le digital ont été supérieurs à ceux des médias dans les médias traditionnels. Alors, est-ce que ça veut dire que les médias traditionnels ne sont plus efficaces? Et surtout, quelles nouvelles opportunités ouvre le web? C'est ce chantier immense que regarde un expert, Nicolas Bordas, qui est donc VP international TBWA et directeur pédagogique de l'Executive Master, directeur communication de Sciences Po Paris. Bonjour Nicolas. Bonjour Isabelle. Alors, c'est la mort des médias traditionnels pour la communication. Non, alors j'ai une bonne nouvelle pour les médias traditionnels et j'ai une bonne nouvelle pour ceux et celles qui investissent dans les médias traditionnels, c'est qu'ils sont toujours aussi efficaces. Sinon, TF1, RTL et Jean-Claude Decaux seraient déjà morts. Mais ce que le digital ouvre, c'est des nouvelles possibilités d'expression multiples avec des contenus qu'on n'avait pas forcément la capacité de communiquer avant. Une meilleure connaissance des publics, puisqu'on peut avoir une plus grande affinité, mieux comprendre grâce à l'écoute sociale, en particulier les publics intéressants, et la capacité de les toucher à moindre prix. Ça fait quand même beaucoup d'avantages qui expliquent pourquoi le digital représente aujourd'hui plus de 50% des investissements. Mais n'arrêtez pas vos bons spots télé, ils marchent encore, si vous en avez, enfin en tout cas ne les arrêtez pas tant qu'ils marchent encore. Alors pourquoi est-ce qu'on voit cette évolution? D'abord parce que le digital transforme tout dans les entreprises, on le sait, a complètement transformé, a complètement disrupté le marketing. Les produits deviennent davantage centrés sur l'usage des services, le prix devient très relatif, maintenant c'est à tous les prix, le prix d'occasion c'est plus seulement sur les voitures, c'est sur les vêtements et peut-être demain sur l'alimentation. Et puis le troisième P, le fameux P du marketing qui était le placement, c'est-à-dire la distribution, on peut acheter sous toutes les formes de distribution et évidemment la communication n'a pas échappé, le quatrième P du marketing, la promotion, n'a pas échappé à la règle et a été aussi disrupté avec ce phénomène de la communication virale, c'est-à-dire une communication qui est faite par les gens eux-mêmes et pour laquelle il n'y a pas forcément besoin de payer tant que ça. Il faut quand même payer pour produire, payer pour amorcer parfois la pompe, mais après, quand elle est bonne, ça marche très bien. Et pourquoi est-ce que ça marche si bien? C'est qu'en fait, avant Internet, il y avait deux moments de vérité dans le cycle d'achat. J'achète ou j'achète pas, et à l'usage, je suis content ou pas, donc je réachète. Ce qu'on appelait le premier moment de vérité, le deuxième moment de vérité, et depuis 40 ans, la communication, c'est une valse à deux temps. C'est je recrute et je fidélise. Internet n'a pas simplement ajouté un temps supplémentaire à la valse, mais a ajouté un quatrième temps à la valse. Donc le premier temps supplémentaire, que Google a appelé intelligemment le ZMOT, le Zero Moment of Truth, le moment de vérité zéro, c'est vous et moi, chaque fois qu'on achète quelque chose, on va d'abord sur Internet pour se renseigner. Et donc ça, c'est très important parce que si vous ne gagnez pas la bataille d'Internet, vous pouvez ne pas avoir de bataille du tout. Ensuite, par exemple, nous, on travaille pour Nissan, qui a d'excellentes voitures électriques. Si, en vous renseignant sur Internet, vous ne décidez pas d'avoir la Nissan Leaf dans votre champ de choix, vous n'irez pas chez le concessionnaire l'essayer avant de l'acheter. Et puis, Internet a ajouté un autre moment de vérité, qu'on appelle le quatrième moment de vérité. Certains l'appellent même le Ultimate Moment of Truth, le moment de vérité ultime. Pourquoi? C'est le moment où les gens contents partagent leur contenu, parce que rien n'est plus performant en matière de communication que le conseil d'un ami qui a expérimenté positivement le produit. Et c'est ça que les réseaux sociaux permettent de développer aujourd'hui. La notion de recommandation, du client satisfait. Alors peut-être aussi avec l'écho du client insatisfait, dont on sait qu'il ne s'exprime pas beaucoup dans les médias traditionnels. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Et donc, les clients peuvent dire du bien, mais les clients peuvent dire du mal. Avec un écho aussi très important. C'était déjà vrai avant Internet, parce qu'on pouvait dire du bien et du mal à la machine à café de l'entreprise ou déjeuner avec la belle famille le dimanche midi. Mais Internet a amené une portée beaucoup plus grande, une amplification beaucoup plus grande. Et désormais, ce que vous faites de bien, potentiellement, va pouvoir être amplifié, mais ce que vous faites de moins bien, voire de franchement mal, va être observé. Et alors, une petite question qui est quand même sur ces fameuses recos dont on parle beaucoup avec les fausses, les vraies. Il y a une régulation au fur et à mesure des années? Oui, parce que Internet va de plus en plus vers l'idée que vous serez identifié. Donc on peut trouver ça bien ou mal, mais il est exact de dire qu'on sera de plus en plus identifié. Et au passage, ça change complètement le paradigme du marketing. C'est-à-dire que ce qui était le marketing traditionnel avant Internet, c'était ce qu'on appelait le funnel, c'est-à-dire l'entonnoir en quelque sorte d'achat, où on mettait le maximum de gens au début, certains achetaient et puis on travaillait les suivants. Internet transforme ça en un cycle, en un cycle. Pourquoi? Parce que des gens qui ne me connaissent pas vont voir, par exemple sur Airbnb, que je suis satisfait
de la location Airbnb que j'ai faite dans telle ou telle ville, et donc vont faire confiance à ce bien, à cet appartement, à ce loueur, alors qu'ils ne me connaissent pas. Donc oui, aujourd'hui, sur TripAdvisor ou ailleurs, il y a des fausses recommandations, etc. Il y en aura de moins en moins parce qu'elles seront identifiées et en plus, les algorithmes de plus en plus intelligents, grâce à l'intelligence artificielle, vont détecter le faux du vrai. Et alors, on parle beaucoup de precision marketing, avec justement cet hyper-targeting, enfin ce ciblage Exactement. très précis. Donc cette nouvelle manière de fonctionner qui part du digital et qui termine par le social, tout en gardant le rôle des médias traditionnels au centre au moment de l'achat, c'est ce qu'on appelle le precision marketing. Pourquoi? Parce qu'on est plus précis à 3 endroits. On est plus précis en amont, parce qu'on connaît mieux par l'écoute sociale. Évidemment, on avait des études avant, mais elles coûtaient cher, on les faisait de temps en temps, et on les lisait à peine, parce que les rapports étaient trop gros. Là, on peut vraiment écouter de manière super pointue, en temps réel, les choses. Donc ça, c'est le premier apport. Le deuxième apport, il est pendant la diffusion des messages, on peut être beaucoup plus pointu sur les gens à qui on envoie les messages. Et au lieu d'arroser, parce que je sais que vous allez acheter une voiture, ma chère Isabelle, très bientôt, et que vous êtes un peu verte tout de même, c'est le moment de vous envoyer mon message personnalisé pour ma Nissan Leaf. Et puis, le troisième élément de précision, c'est le fait qu'on mesure plus vite en temps réel, donc on peut corriger et améliorer les choses. Donc c'est pour ça qu'on appelle toute cette démarche le precision marketing. Ouais. Alors, pour autant, si on a des mauvais messages, et oui. toute cette mécanique de là précision, encore, bonne nouvelle ne sert à rien. pour celles et ceux comme vous et moi qui sommes nés avant Internet, des fondamentaux de la communication n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'indépendamment de la tuyauterie, indépendamment de la puissance du digital, de l'incroyable puissance du digital, un mauvais message que multiplie une machinerie digitale géniale fera toujours un mauvais effet. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens achètent en fonction de l'idée qu'ils se font du produit, du service qu'il leur est proposé. Et cette idée est communiquée par le message. Il n'est pas communiqué spécialement par un film parce qu'il est sur YouTube ou parce qu'il est sur Facebook ou parce qu'il est sur TF1. Donc c'est la bonne nouvelle pour mon métier à moi, c'est que c'est toujours le message qui crée la performance et même la surperformance, qui multiplie par 1000, voire parfois par 1 million, l'effet indépendamment du fait que ce message ait été perçu dans votre téléphone, dans votre téléviseur ou dans votre ordinateur. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que pour le moment, le message vient de la créativité humaine. Exactement. Et donc, on parle beaucoup des intelligences artificielles. Tant que l'enjeu est de convaincre des humains, rien ne vaut le cerveau d'un humain, rien ne vaut le travail d'un planeur stratégique qui va réfléchir au meilleur message, rien ne vaut le travail d'un créatif qui va faire que des messages parfois trop similaires vont se différencier davantage pour que vous les repériez et vous y intéressiez. Donc, tant qu'on vend à des humains, il faut des humains. Merci de cet éclairage. Merci Isabelle.